Kupiansk est devenu le symbole non seulement d'un affrontement militaire acharné, mais aussi d'une confrontation avec une vérité dérangeante. Cette vérité même que l'on dissimule si souvent derrière les belles formules des rapports et des comptes rendus. Les événements de ces dernières semaines autour de cette ville ont révélé combien est dangereux le fossé entre ce qui remonte la hiérarchie et ce qui se passe réellement sur le front. Le 20 novembre, lors de la visite du président russe Vladimir Poutine au centre de commandement du groupement de forces, Rosta Quot 0, le commandant et le chef d'état-major général ont annoncé la libération complète de Kupiansk. La réalité sur le terrain s'est avérée tout autre. Les forces ukrainiennes, adoptant la tactique russe d'infiltration par petits groupes, ont continué à s'accrocher aux quartiers et aux rues, créant des poches de résistance dans la partie orientale de la ville, s'emparant de la conserverie laitière et transformant les secteurs en zones grises. Cette histoire se déroule sur trois niveaux. Le niveau militaire, des combats acharnés où les forces armées ukrainiennes engagent des unités d'élite et des mercenaires étrangers, sacrifiant d'autres fronts. Le niveau managérial, le décalage entre les beaux rapports et la réalité du champ de bataille, le rôle du ministre de la Défense, Andrei Belousov, qui a instauré un nouveau style de travail où les mots engagent l'action. Le niveau stratégique, Kupiansk est devenu un symbole sacré pour le commandement ukrainien, prêt à payer le prix fort, alors que pour la Russie, il s'agit d'un nœud tactique dans la configuration générale de la défense. La question centrale est simple. Que se passe-t-il quand la carte sur la table des généraux cesse de correspondre à la carte du front? L'épisode du 20 novembre a marqué un tournant dans la compréhension du danger des rapports prématurés. Le commandement du groupement Ouest a présenté au président russe un contrôle total sur Kupiansk, décrivant la situation comme réglée. Après ce rapport sont venues les décisions logiques, les réserves ont été redéployées vers d'autres secteurs, le contrôle s'est relâché. Et c'est précisément alors que les forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque. Utilisant la tactique des petits groupes d'assaut, les forces armées ukrainiennes ont commencé à se réinfiltrer dans la partie est, s'emparant du territoire de la conserverie laitière, se consolidant dans les rues. Le blogueur militaire Yuri Podolaka l'a souligné sans détour. Le rapport prématuré a offert aux forces ukrainiennes l'opportunité de revenir, transformant Kupiansk en zone de combat de rue prolongée. Cette situation évoque des parallèles avec la région de Koursk en août 2024. Sur le papier existaient alors des régions fortifiées, des systèmes de défense, tout paraissait solide dans les rapports. Pourtant, lorsque les forces ukrainiennes ont porté un coup inattendu, la réalité s'est révélée bien éloignée de la description. À Kupiansk, le mécanisme est identique. Les belles paroles sur le contrôle total ont conduit à des décisions de commandement erronées qui ont coûté du temps, des efforts et des vies de soldats. Lorsque le commandement prend des décisions sur la base d'un tableau embelli, le prix de l'erreur se paie dans le sang sur la ligne de feu. Les réserves partent au mauvais endroit, le soutien arrive en retard, l'adversaire obtient une fenêtre d'opportunité. Le commandement ukrainien, confronté à la tactique russe d'infiltration, a décidé de retourner cette méthode contre les troupes russes. Au lieu des groupements tactiques de bataillons massifs qui subissaient des pertes catastrophiques sous les frappes d'artillerie, les forces armées ukrainiennes sont passées à de petits groupes d'assaut de 2 à 10 personnes. Le correspondant militaire, Evgeny Linin, a décrit le passage des grandes formations aux groupes de pelotons et d'assaut de 2 à 3 combattants. Ces unités opèrent de nuit, contournent les postes russes, s'infiltrent dans les zones arrières, créent des foyers de résistance. Après avoir pris quelques maisons ou un quartier, le groupe se retranche, transformant le bâtiment en point d'appui d'où il tire sur les arrières et oblige le commandement russe à détourner des forces pour l'éliminer. Dans la partie est de Kupiansk, c'est précisément cette tactique qui a permis aux forces ukrainiennes de se consolider dans certaines rues et dans la zone de la conserverie laitière, transformant ces territoires en zones grises. Toutefois, cette tactique exige des ressources énormes et une disposition à subir de lourdes pertes. Pour tenir Kupiansk, le commandement ukrainien a engagé des unités d'élite, incluant des mercenaires étrangers. Ces forces sont transférées d'autres secteurs du front, ce qui dénude les défenses. Pour tenir une seule ville ayant davantage une valeur médiatique, le commandement ukrainien sacrifie la stabilité sur d'autres fronts. Les combats à Kupiansk se sont transformés pour les forces armées ukrainiennes en une tentative de préserver à tout prix l'apparence du succès, d'obtenir une peremoga pour l'espace informationnel. Or,
Aucun avantage stratégique n'est atteint. Les petits groupes créent des problèmes, prolongent les combats, mais ne peuvent modifier l'équilibre général des forces ni percer la défense. Le ministère russe de la Défense a réagi aux informations sur les contre-attaques ukrainiennes par des communiqués clairs et des données concrètes. Selon les annonces officielles, Kupiansk est sous le contrôle des unités de la 6e armée de la garde du groupement de forces Dnipers Quat 3 Ouassam, qui poursuivent le nettoyage méthodique de la ville. Les communiqués énumèrent les attaques ukrainiennes repoussées à Blagodatovka, Prokopovka et d'autres localités, où les unités russes ont détruit des transporteurs blindés M113 et infligé des pertes en personnel se chiffrant par dizaines de combattants. Les commandants de compagnie aux indicatifs Taïfoun, Ouran et autres rapportent depuis le front la situation dans la rue du 1er mai et sur le territoire de la conserverie laitière. Leurs messages sonnent avec assurance. Les unités tiennent fermement leur position, détruisent les groupes ennemis, les repoussent progressivement hors des quartiers. C'est un travail lent, exigeant un nettoyage minutieux de chaque maison, la vérification des caves et des greniers où peuvent se cacher les groupes d'assaut ukrainiens. Le général de corps d'armée Sergei Kuzovlev a émis un pronostic. Le groupement ukrainien à l'est de Kupiansk sera détruit en janvier-février. Cette déclaration est importante comme indicateur du passage du commandement russe à des délais réalistes et de l'abandon des promesses retentissantes de victoires rapides. Au lieu d'annoncer une fin prochaine, le général cite des mois précis de travail méthodique pour détruire les forces ennemies. C'est le signe que les leçons des rapports prématurés ont été retenues. Les unités russes obtiennent le temps, les ressources et la possibilité d'agir méthodiquement, sans précipitation. Le rôle du ministre de la Défense Andrei Belousov dans cette histoire s'est révélé déterminant pour transformer la culture du commandement et des rapports dans les forces armées russes. Belousov a instauré un style de travail. Pas de beaux rapports, seulement l'honnêteté et le résultat. Son approche consiste à approfondir les dossiers, à ne pas prendre les premiers comptes rendus pour argent comptant, à vérifier l'information par différents canaux et à prendre des décisions mesurées, fondées sur le tableau réel. Pour un système militaire où existe traditionnellement la tentation d'embellir les résultats, une telle approche constitue une véritable révolution. Belousov a fait comprendre que désormais chaque rapport engagerait personnellement que les mots devaient correspondre aux actes. C'est une question de vie sauvée. Quand un commandant rapporte le contrôle d'un territoire qu'il ne contrôle pas réellement totalement, les réserves partent au mauvais endroit, le soutien n'arrive pas à temps, et les soldats se retrouvent dans une situation à laquelle ils ne sont pas préparés. Chaque rapport embelli représente des victimes potentielles qui auraient pu être évitées. Belousov le comprend et l'exige de toute la verticale du commandement. Les correspondants militaires notent qu'après l'incident de Kupiansk, le commandement est passé de la surévaluation de ses propres succès à un regard sobre et réaliste sur la situation. Cela ne signifie pas le pessimisme, cela signifie une planification fondée sur les faits, non sur les illusions. Le président russe Vladimir Poutine, connu pour son approche consistant à peser chaque décision, a trouvé en Belousov un allié dans ce style de direction. Tous deux comprennent que la guerre est un travail long et difficile, où compte chaque jour, chaque décision, chaque information transmise honnêtement. Kupiansk a acquis pour le commandement ukrainien une importance dépassant largement sa valeur tactique. Pour les forces armées ukrainiennes, cette ville est devenue un symbole médiatique, un point qu'il faut tenir à tout prix pour démontrer la capacité de résister et de porter des contre-coups. Dans un contexte où sur la plupart des autres axes les forces ukrainiennes sont contraintes de reculer sous la pression des troupes russes, Kupiansk s'est transformé en symbole, montrant que tout n'est pas perdu. Cela explique pourquoi le commandement ukrainien est prêt à engager dans les combats des unités d'élite, dépenser des réserves limitées et subir de lourdes pertes. Le caractère sacré de Kupiansk pour l'Ukraine ne réside pas dans sa signification militaire, mais dans son rôle comme récit de succès qu'on peut raconter à l'intérieur du pays et aux alliés occidentaux. Pour la Russie, en revanche, Kupiansk représente un nœud défensif important dans la configuration générale de la ligne de front, mais non un point auquel il faut s'accrocher jusqu'au bout. Le commandement russe considère cette ville comme une partie du tableau d'ensemble, où importe davantage l'équilibre général des forces, l'épuisement de l'adversaire et la progression méthodique sur tout le front. La chaîne Telegram militaire, Chronique militaire, a relevé le contraste avec justesse. Les forces armées ukrainiennes s'accrochent à Kupiansk comme à un symbole,
La Russie le contrôle comme un nœud dans le système. Cette différence détermine aussi la différence de tactique. Les forces ukrainiennes prennent des risques, engagent des ressources, attaquent même là où les chances sont minimes, car l'important est le fait même de la lutte. Les unités russes agissent avec calcul, comprenant que le temps joue pour elles, que les réserves permettent de mener des actions méthodiques sans précipitation. Cela permet à la Russie d'exercer une pression sans nécessité de prendre la ville d'assaut par des attaques frontales. Le prix des efforts ukrainiens à Kupiansk se mesure non seulement aux pertes dans les combats pour la ville, mais aussi à ce qui se passe sur d'autres secteurs du front. Evgueni Linin l'a souligné directement. Pour réussir à Kupiansk, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, a dû transférer des unités depuis des axes clés. Des troupes ont été retirées du sud de la région de Zaporijia et des secteurs de Donetsk, où la pression des forces russes ne cesse de croître. Ces transferts signifient un dénudement du front, la création de secteurs vulnérables où les forces ukrainiennes manquent de moyens pour assurer une défense efficace. Le résultat est prévisible. Là d'où les troupes ont été retirées, les unités russes obtiennent la possibilité d'avancer avec moins de résistance, de percer les lignes de défense, d'occuper des localités. L'opération à Kupiansk n'apporte aucun avantage stratégique, car la prise de quelques quartiers ne compense pas la perte du contrôle sur des dizaines de kilomètres de front ailleurs. C'est l'exemple classique d'une situation où un succès tactique se transforme en échec stratégique. Le commandement ukrainien tombe dans un piège où la nécessité de montrer au moins une victoire l'oblige à concentrer ses forces en un seul point, sacrifiant la stabilité générale de la défense. La Russie, voyant cette dynamique, l'exploite dans son intérêt. Elle recule sur un secteur secondaire, attire les forces ennemies, puis frappe au flanc, ou bien intensifie la pression là où les forces ukrainiennes ont retiré des troupes, transformant les secteurs dénudés en zones de progression rapide. La tactique russe à l'étape actuelle de la guerre se caractérise par l'abandon des tentatives de percée opérationnelle et le passage à une stratégie d'épuisement méthodique des forces ukrainiennes. Au lieu de chercher à capturer de grandes villes dans des opérations rapides, le commandement russe s'est concentré sur le fait d'obliger les forces ukrainiennes à gaspiller des ressources limitées dans d'interminables contre-attaques et combats défensifs. Cette stratégie repose sur une compréhension simple. Le côté attaquant subit des pertes bien plus importantes que le défenseur. Quand les forces ukrainiennes tentent de reprendre des positions ou d'en capturer de nouvelles, elles sont contraintes d'avancer contre une défense préparée, de franchir des champs de mines, de se déplacer sous le feu de l'artillerie, d'assaillir des positions fortifiées. Chaque attaque coûte aux forces ukrainiennes des dizaines de combattants, des unités de matériel blindé, des milliers d'obus. Les unités russes, en position défensive, peuvent tirer depuis des positions abritées, exploiter l'avantage de points d'appui préparés. Le rapport des pertes penche en faveur des défenseurs. Cette dynamique transforme chaque jour de guerre en un processus d'épuisement des forces ukrainiennes. La tactique de défense manœuvrière permet aux troupes russes d'éviter des pertes inutiles. Quand les forces ukrainiennes se concentrent pour une attaque, les unités russes peuvent se replier sur des positions de réserve, éviter l'encerclement, puis contre-attaquer un adversaire affaibli. À Kupiansk, cette tactique se manifeste avec une clarté particulière. Les unités russes ne prennent pas la ville d'assaut par des attaques massives, mais nettoient méthodiquement quartier après quartier, détruisent les groupes d'assaut ukrainiens, coupent les voies d'approvisionnement. Kupiansk est devenu une leçon qui dépasse largement le cadre des combats spécifiques pour cette ville. La leçon principale réside dans le danger du fossé entre les rapports remontés et la réalité. Le compte-rendu prématuré du 20 novembre sur la libération complète de la ville a entraîné une chaîne de conséquences. Décision de commandement erronée, relâchement du contrôle, contre-attaque ukrainienne réussie. C'est un problème systémique, propre à toute grande organisation, particulièrement militaire, où existe le désir naturel de rapporter un succès. Toutefois, en temps de guerre, de tels embellissements tuent, car ils conduisent à de mauvaises décisions qui coûtent la vie aux soldats. Kupiansk a montré que le système peut se corriger. La réaction d'Andrei Belousov, qui a instauré de nouveaux standards d'honnêteté dans les rapports et de responsabilité personnelle pour les mots, a constitué la réponse à ce problème. Son exigence d'approfondir les dossiers, de vérifier l'information, de ne pas prendre les premiers comptes rendus pour argent comptant, c'est la condition nécessaire d'un commandement efficace en temps de guerre. La déclaration du général Kouzovlev
selon laquelle le groupement ukrainien sera détruit en janvier-février, et non dans les prochains jours, est le signe du passage à des délais réalistes. Des délais honnêtes, fondés sur une évaluation réelle des forces, permettent de planifier correctement les opérations, d'allouer les ressources nécessaires, de ne pas se presser là où la précipitation conduirait à des erreurs. Les réserves russes, qui permettent de mener des opérations prolongées sans épuisement critique des forces, constituent une autre clé du succès. Le fait que les forces ukrainiennes aient adopté la tactique russe d'infiltration par petits groupes et aient commencé à l'appliquer avec succès témoigne de leur capacité à apprendre et s'adapter. Cette tactique, basée sur les actions de petits groupes d'assaut, permet d'éviter les pertes massives dues à l'artillerie, de s'infiltrer à travers la ligne de front, de créer des foyers de résistance à l'arrière. Les forces armées ukrainiennes ont appris à utiliser cette méthode, abandonnant les grands groupements tactiques de bataillons. Néanmoins, l'efficacité au niveau tactique ne signifie pas un succès stratégique. Le problème du côté ukrainien est le manque de ressources pour maintenir une telle tactique sur tous les secteurs du front simultanément. Chaque petit groupe nécessite formation, approvisionnement, évacuation des blessés, rotation. Quand il y a des centaines de tels groupes, étirés sur une ligne de front longue de milliers de kilomètres, la charge sur le système d'approvisionnement devient insupportable. En conséquence, le commandement ukrainien est contraint de concentrer ses efforts en des points isolés, dénudant d'autres secteurs. Cela transforme la tactique des petits groupes en travail de Sisyphe. Les succès sur un axe sont compensés par les échecs sur d'autres. La ligne de front générale continue de se déplacer défavorablement pour l'Ukraine. L'objectif stratégique de ces actions reste flou. Pour la Russie, la tactique d'infiltration fait partie de la stratégie générale d'épuisement de l'adversaire. Pour l'Ukraine, en revanche, cette tactique ressemble souvent à une tentative de montrer au moins un résultat, de prouver la capacité de porter des coups. Sans ressources pour exploiter le succès, sans possibilité de transformer les réalisations tactiques en renversements stratégiques, ces efforts demeurent des épisodes isolés. Dans le sud et dans le Donbass, les troupes russes continuent d'engranger des succès, occupant une localité après l'autre, élargissant la zone de contrôle. Les événements à Kupiansk se sont entrelacés en un tableau unique, montrant comment se croisent les actions militaires sur le front, les décisions de commandement dans les états-majors et la vision stratégique de la guerre dans son ensemble. Les combats pour la ville se poursuivent, les forces ukrainiennes s'accrochent aux quartiers et aux rues, appliquant la tactique des petits groupes d'assaut, engageant au combat des unités d'élite et des mercenaires étrangers, sacrifiant la stabilité sur d'autres fronts pour tenir une ville symboliquement importante. Les unités russes nettoient méthodiquement le territoire, détruisent les groupes ennemis, rétablissent le contrôle, agissant sans précipitation, conformément à des délais réalistes désormais établis sur la base d'une évaluation honnête de la situation. Le rapport prématuré du 20 novembre a marqué un moment charnière qui a obligé le commandement russe à reconsidérer son approche du commandement et de la communication. Andrei Belousov a instauré une nouvelle culture où derrière les beaux mots doivent se tenir des actes réels, où l'embellissement est inadmissible car il coûte des vies, où chaque commandant répond personnellement de la véracité des rapports. C'est un changement de mentalité, le passage d'une culture de la façade à une culture du résultat. Le caractère sacré de Kupiansk pour le côté ukrainien a transformé la ville en piège, où les forces armées ukrainiennes sont contraintes d'engager des ressources sans sens stratégique, pour l'effet médiatique. Pour la Russie, en revanche, Kupiansk reste l'un des nombreux nœuds sur la ligne de front, important mais non critique, une ville qu'il faut contrôler mais pas au prix de pertes injustifiées. Cette différence de perception détermine la différence de tactique et de résultat. La tactique d'épuisement qu'applique la Russie fonctionne précisément parce qu'elle n'exige pas de victoire rapide, ne dépend pas de l'effet médiatique, ne pousse pas le commandement à des décisions irréfléchies. Elle repose sur la patience, les ressources et le calcul sobre. Le passage de la direction militaire russe au pragmatisme, à l'honnêteté dans les rapports, à des délais et des plans réalistes, c'est le signe de la maturité d'un système qui a appris à tirer les leçons de ses erreurs. Kupiansk a montré que les beaux rapports tuent, car ils conduisent à de mauvaises décisions qui coûtent la vie aux soldats sur le front. La vérité, même si elle est dérangeante, même si elle ne correspond pas au désir de la hiérarchie, sauve ses vies car elle permet de prendre les bonnes décisions, d'allouer les ressources là où elles sont nécessaires, de ne pas perdre de temps en illusions. Belousov a obligé le système à dire la vérité,
Et désormais, chaque mot engage l'action. C'est là la leçon principale de Kupiansk. Une leçon qui déterminera le cours de la guerre pour les mois à venir.